Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur l'agressivité. Alors montrer que l'agressivité est en relation souvent avec le climat et la géographie, que le climat, la géographie, donc le milieu, formate les esprits, formate les corps, influe énormément sur notre patrimoine génétique, que ce soit au niveau physiologique, qu'au niveau morphologique, et qu'au niveau aussi de la façon dont nous pensons, une pensée qui est en général adaptée pour survivre dans certains climats et dans certaines conditions géographiques. Alors il y a la géographie et le climat qui jouent, les deux sont interconnectés. Alors je voulais faire cette vidéo sur l'agressivité parce que j'entends souvent, alors avant de commencer cette vidéo, mettre en garde, je ne suis pas raciste, il n'y a pas pour moi de race, il y a une famille humaine, mais nous avons tous des adaptations à des climats, des géographies, en fonction de l'endroit où nous sommes nés, en fonction de notre lignée. Effectivement, maintenant il y a du mélange, du métissage, mais nous portons tous en nous le vécu et la mémoire génétique de notre lignée. Donc cela joue aussi sur notre façon de concevoir le monde. Mais bien sûr, un homme transposé d'une région dans une autre va subir la culture de l'autre région et va bien sûr s'adapter, mais il reste au fond de lui, bien sûr, une animalité, c'est-à-dire des comportements qui sont programmés, qu'il peut bien sûr maîtriser s'il les connaît et s'il en prend conscience. Donc, je voulais faire cette vidéo sur l'agressivité parce que nous sommes en France dans une période de trouble, vous en êtes aperçus. Nous voyons qu'il n'y a plus trop de morale, que nos élites ne montrent pas l'exemple, qu'il y a eu une forte émigration. Alors, il y a d'abord une forte émigration qui était voulue par nos élites pour faire un remplacement de population de travailleurs qui pourraient être trop grévistes ou trop paresseux pour un système de caste française, typiquement française, qui a marché un temps et qui est obsolète, dont j'ai expliqué un peu les tenants et les aboutissants de ce qu'il engendrait, d'où il venait et qu'est-ce qu'il produisait comme effet dans d'autres vidéos. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Le sujet est que je voulais parler de l'agressivité des hommes en général et en prenant pour exemple l'agressivité des Maghrébins. Alors, les Maghrébins sont des hommes comme les autres, bien sûr, nous avons plein ensemble. Je dis bonjour à mes amis maghrébins, salut mon ami Miyaya. Je voulais juste parler de cette agressivité qu'ils ressentent. Alors, les bobos ou les bien-pensants diront ce n'est pas vrai, ils sont comme tout le monde, ils ne sont pas plus agressifs. Et moi, je dirais, mais bien sûr qu'ils sont plus agressifs. Plus agressifs ne veut pas dire qu'ils sont plus méchants. Plus agressif ne veut pas dire qu'ils font des guerres plus meurtrières. Non, ça c'est les Européens. Nous sommes pourtant moins agressifs dû à l'évolution de notre population dans des climats plus tempérés, plus froids avec hiver, des climats à hiver qui demandaient une certaine solidarité et aussi on a été très nombreux très tôt, donc une promiscuité qui a sélectionné très rapidement les individus les moins agressifs, mais moins agressifs ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire de grandes guerres, justement on s'organise et on fait des grandes guerres sans forcément beaucoup d'agressivité avec des bombes, des moyens atroces et on exécute tout le monde sans dire bah dis qu'est-ce que t'as, et on balance des bombes d'une façon calme, comme l'américain qui, du haut de sa forteresse volante ou de son F-16, ça me gratte un peu le nez, ou de son F-16, balance un missile ou une bombe sur Dresde ou sur une ville irakienne. Donc il ne faut pas confondre agressivité et capacité à faire des crimes et des génocides, ce qui n'est souvent pas en rapport. Donc, pourquoi les Maghrébins sont-ils plus agressifs que les Européens? Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Alors il y a une raison géographique et climatique, tout simplement parce que les Maghrébins vivent dans des lieux à calories limitées. Donc calories limitées veut dire que le territoire a une valeur énorme et on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui vient tout de suite s'installer chez vous, près de chez vous, et ce qui vous condamnerait
à mort. Alors j'ai des Maghrébins qui vont me dire, j'ai souvent sur Facebook ou sur YouTube, tu ne connais rien, le Maghreb c'est riche, ce n'est pas du tout pauvre. D'ailleurs la Tunisie était considérée comme le grenier à blé de Rome. Alors c'est vrai, même avant les Puniques, les Carthaginois, qui étaient des Phéniciens qui se sont installés là-bas, hein, donc il y avait des tribus berbères autochtones qui vivaient là-bas, se sont installés là-bas pour justement faire du commerce international, essentiellement de blé. Hein. À la base, c'était une grande richesse qu'on pouvait importer et exporter, et c'était des navigateurs qui ont ouvert des comptoirs. Donc, effectivement, c'est relativement riche, mais sur une petite surface. Alors, je vous ai montré là Google Earth, avec l'accent français. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Hein. Voilà, vous avez Google, il est à l'envers, je vais voir si je peux le remettre à l'endroit. Donc, vous le voyez sur ma vidéo. Hein, vous voyez à peu près là, vous voyez l'Espagne, hein, et puis vous voyez le Maghreb. Alors tout ce qui est vert, hein, là, tout ce qui est vert, bah, c'est du vert. Donc ça veut dire que ça pousse et qu'on peut avoir des vaches, qu'on peut avoir, on a du bois, qu'on peut se chauffer, qu'on peut planter de la pomme de terre. Donc si c'est vert, c'est qu'il y a de l'eau. Hein. Donc vous voyez que l'Espagne est déjà un peu moins verte, hein, et que quand on arrive au Maghreb, bah, on s'aperçoit que c'est juste une petite bande verte de 100 km, 200 km, 300 km maximum. Hein. Vous voyez, alors la Tunisie, effectivement, il y en a un peu plus. Le Maroc, il y en a un peu plus ici. Et vous voyez ici la Tunisie, parce que je suis à l'envers hein, sur ma vidéo. Vous voyez effectivement que la Tunisie, il y a un peu plus encore, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe qui est verte sur des milliers de kilomètres, hein, comme je dis toujours, de Brest à Vladivostok et de Marseille ou bien de la Sicile, à la Suède. Hein. Donc, vous voyez, c'est vert, donc il y a possibilité d'échange. Donc, le Maghreb, c'est tout simplement coincé entre la mer et le désert. Ça a été coincé entre la mer et le désert, et c'est encore coincé entre la mer et le désert, sauf que maintenant, il y a des avions, il y a des bateaux à pétrole, il n'y a plus de problème pour évacuer les calories et faire des échanges internationaux. Hein. Donc, il n'y a plus du tout ces problèmes. Et pendant des milliers d'années, c'était des zones, c'est cette zone du Maghreb, hein, les Maghrébins, c'était des zones qui étaient enclavées entre une grande bande de terre hein, fertile, méditerranéenne, un peu comme la Sicile, un peu comme l'Italie, un peu comme le sud de la France. Mais le sud de la France, quand vous montez un peu plus, vous avez l'Auvergne, vous avez la région lyonnaise, et puis après vous avez le centre de France, la région parisienne, après vous avez les Poitou-Charentes, la Bretagne, après le nord Pas-de-Calais, l'Est, et puis vous passez à la Belgique, et puis vous montez sur l'Allemagne, et tout ça c'est rempli de végétaux, c'est rempli, plus on monte, plus on a d'air, plus on a de vaches, plus on est au sud, plus on a plutôt des arbres à fruits qui viennent chercher en profondeur l'eau, parce qu'il fait chaud et l'eau s'évapore, donc on va chercher un peu plus profond, mais en général, l'Europe c'est vert sur des milliers de kilomètres, sauf qu'on a évidemment l'hiver, ce qui demande à prévoir toujours. Alors les Maghrébins, eux, sont très très particuliers par rapport aux Européens, chacun est particulier par rapport à un autre, hein. Car ils sont limités au niveau calorique, pas que leur terre soit pauvre, simplement leur terre est assez limitée en espace, pas moyen de faire du commerce avec le sud, puisque le sud c'est du sable et des cailloux, et pas moyen de faire du commerce avec le nord, puisque le commerce avec le nord c'était pendant des milliers d'années de l'eau, donc il y avait quelques bateaux en bois qui passaient, qui pouvaient exporter des épices, c'était intéressant, ou du blé, par exemple pour les Romains, hein, on passait avec des bateaux, on traversait de la Tunisie jusqu'en Sicile, c'était pas énorme à traverser, donc on profitait du soleil de Tunisie hein, pour pouvoir planter du blé et puis avoir des récoltes importantes dans ces grandes plaines tunisiennes. Hein, il n'y a pas de montagne, peu de contrefort par rapport à l'Algérie ou au Maroc. Donc, pays très riche mais sur une petite surface, ce qui fait que la terre a beaucoup de valeur. Et on va se retrouver avec des problèmes d'agressivité. Je suis content, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, que ces problèmes d'agressivité ont été aussi expliqués dans une très très bonne émission sur le Mésolithique. Et on s'est aperçu que le Mésolithique, il y avait des cultures comme ça qui étaient près de la mer, hein, qui étaient aussi, on s'est aperçu que c'était des cultures très agressives pour la même raison que celle du Maghreb, et je vais en parler. Donc, quand on est coincé tout simplement entre la mer et le désert, la terre vaut une fortune, hein, elle vous fait survivre, la calorie est rare, donc on la garde précieusement,
hein, et le voisin, hein, et puis la personne, on s'entend que c'est voisin, mais l'étranger qui viendra s'installer à côté de chez vous, bah, c'est pas comme en Europe où il y a assez de nourriture, hein, bien qu'il y ait des crises occasionnelles. L'étranger qui vient s'installer à côté de chez vous, hein, pas maintenant bien sûr, hein, bah, on lui tranche la gorge. On lui tranche la gorge, pas parce qu'on est méchant, on lui tranche la gorge, alors c'est un peu excessif ce que je dis, mais ça s'est passé souvent, on lui tranche la gorge parce que dans ce cas-là, il va vous prendre vos rations de calories qui vous permettent de survivre. Et comme la calorie est limitée, s'il prend votre territoire, vous et votre famille, vous allez crever de faim. Donc on est beaucoup moins tolérant à l'installation d'un étranger qui viendrait s'installer, hein, d'un voisin qui viendrait se mettre trop proche. Donc on est obligé pendant très longtemps de faire de la protection, du protectionnisme territorial. Hein, on était violent, hein, on ne pouvait pas avoir une expansion démographique importante à cause de ces calories limitées, hein, limitées à cause du territoire. Je vous le remonte encore, hein, que les Maghrébins comprennent bien, quand certains Maghrébins, pas tous, me disent que je me trompe. Hein, non, regardez, c'est vert sur toute l'Europe, et là, le Maghreb, c'est vert sur une petite surface et coincé entre le désert et la mer. Alors ce n'est pas l'Égypte, hein, l'Égypte c'était un système complètement différent avec des limons, hein, qui venaient du Nil, qui déposaient ça sur le Nil tous les ans, hein, donc ce qui a permis l'éclosion d'une grande civilisation, le système de l'alternance des cycles, hein, l'alternance de opulence, manque, hein, ça veut dire on avait beaucoup de calories d'un coup qu'on était obligé de stocker, car après on avait le soleil du désert, hein, pendant très longtemps, mais le Nil permettait d'apporter du limon, et à ce moment-là on pouvait cultiver, et c'est pour ça qu'on avait un apport de calories énorme tous les ans, et donc on a fait il y a eu une civilisation de gestion, et ensuite une grande civilisation technique, hein. Une civilisation technique avec des inventions, avec des pyramides, parce qu'il y avait beaucoup de calories, il fallait occuper les gens. Donc c'est très très particulier, c'est encore différent, l'Égypte. Donc le Maghreb, vous voyez, Maghreb, c'est des gens qui sont agressifs, pas parce qu'ils sont méchants, parce que ce sont les plus agressifs en général qui ont survécu parce qu'ils étaient prompts dans leur réaction, donc ils réagissaient rapidement à la venue d'un étranger qui aurait voulu s'installer chez lui. Et on se battait dur pour son territoire, et on allait jusqu'à égorger la personne qui venait s'installer près de chez vous, pas parce qu'on est méchant, parce que si quelqu'un vient s'installer à côté de chez vous, vous êtes condamné à mourir de faim, ou bien à vivre avec beaucoup moins de calories, et puis il y a une espèce de disette permanente. Donc c'est un peu le fait d'avoir cette calorie qui n'est pas abondante. Comme je dis, ce sont des régions à calories limitées, hein, qui a sélectionné, et qui a fait que c'était les individus les plus agressifs qui ont survécu, ceux qui étaient les plus capables de défendre avec force leur territoire, une espèce de fierté du Maghreb, hein, fierté de l'homme maghrébin, très agressif, hein, mais très agressif, pas parce que c'est un connard, hein, qui est violent, c'est parce que tout simplement cette agressivité a permis à sa lignée de survivre en protégeant le territoire et cette nourriture si peu abondante, pas sur le lieu même, peu abondante dans l'étendue du lieu. Hein, on a des arbres fruitiers, c'est beau, c'est vert, mais c'est vert sur pas une grande surface. Alors, ce système, c'est pas ce système, mais ce développement d'une civilisation relativement, pas une civilisation, on va dire, de peuple agressif, parce que ce n'est pas une civilisation technique, le Maghreb, ce sont des peuples, les Berbères ont des coutumes, les Berbères sont un peuple, sont entre guillemets une civilisation, mais ce n'est pas une grande civilisation technique comme l'Égypte ou comme la Chine, pour d'autres raisons, hein, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité, mais c'est parce que des phénomènes géographiques et climatiques génèrent des civilisations techniques, c'est toujours ça. Hein. S'il n'y a pas un désir de l'homme d'être technicien et l'autre qui est con, qui n'a pas le désir, c'est le milieu qui crée vos besoins et qui fait que vous vous développez dans ce milieu, vous allez générer telle chose ou telle chose. Donc voilà. Donc on a ce même système d'agressivité qui a été découvert par les chercheurs, par les paléontologues, hein, qui s'occupaient du mésolithique européen. Alors je suis content parce que les gens expliquent exactement la même chose que j'ai expliqué pour le Maghreb,
Mais eux l'ont expliqué par rapport aux tribus de chasseurs-cueilleurs, on va dire de pêcheurs, chasseurs-cueilleurs, du Mésolithique d'Europe du Nord. Donc, Mésolithique d'Europe du Nord, le Mésolithique, c'est entre à peu près moins 10 000 et moins 5 000. Et là, on va parler d'un Mésolithique moyen, comme ils l'appellent, c'est un Mésolithique de moins 8 000 ans. Alors, ce Mésolithique, donc cette période, c'est des noms un peu compliqués, mais bon, on va dire moins 8 000 ans au nord de l'Europe, il y avait un climat beaucoup plus froid avec un niveau de la mer qui était beaucoup plus bas, alors entre moins 90, moins 50. La mer est remontée assez vite après parce qu'il y a eu un réchauffement climatique, mais la mer n'avait pas du tout, les côtes n'avaient pas du tout la même configuration qu'actuellement. Hein, il y avait beaucoup plus de terre. Alors on s'aperçoit que ici, je vous représente encore l'Europe. Hein, alors vous avez la France, un peu à l'envers, hein, l'Angleterre, le Danemark, puis la Suède ici, la Norvège, et puis la Baltique. Alors, tout ce qui était ici entre l'Angleterre et le Danemark, bah, c'est des mers pas très profondes comme la mer Baltique. En vérité, ce sont des hauts plateaux et qui sont entre moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50 mètres. Ce n'est pas très très profond. Et c'est toute cette zone-là, c'était une zone à cette époque-là qui n'était pas recouverte par les eaux et qui était encore un peu plus froide que maintenant, mais qui était encore de vastes zones de forêt, des plaines herbeuses un peu, qui n'étaient pas recouvertes par les eaux. Et les peuples qui étaient là étaient surtout le long des côtes. Alors ils se sont aperçus ça dans les îles anglo-normandes, dans les îles bretonnes. Il y a beaucoup de restes, hein. On a retrouvé des restes de ces civilisations qui étaient beaucoup plus avancées qu'on ne le pense, parce qu'ils n'avaient pas la technologie du métal, ils ne construisaient pas en pierre, mais on s'est aperçu en retrouvant dans les fonds marins, parce qu'il y a des recherches actuellement avec les satellites, donc on arrive à voir qu'il y avait des rivières, hein, dans ces zones de mer, hein. Tout ce qui est ici, on s'aperçoit qu'il y avait de grandes rivières qui étaient là, qui passaient là, des cours d'eau descendaient et que c'était des plaines. Toute cette mer, cet océan n'était pas un océan, c'était une espèce d'Atlantide européenne, hein, avec des peuples qui étaient là, qui étaient sur le bord des côtes. Alors tous ces peuples qui étaient là vivaient essentiellement, ils se sont aperçus, vivaient essentiellement de la pêche. Alors cette pêche, ils étaient très développés, ils faisaient des filets, ils avaient même des habits avec des fibres végétales. Ce n'était pas du tout les zones préhistoriques comme on peut imaginer éructant dans les mauvaises reconstitutions de France 2, hein, avec des massues et puis marchand voûtés. Éructant, pas du tout, c'était des civilisations avancées, pas comme techniquement moins avancées que nous, mais avec de grandes techniques sur l'os, sur le bois. On peut être sûr qu'ils avaient des petits villages en bois, qui étaient des petits villages comme au Moyen-Âge, avec une grande technicité dans la façon d'agencer le bois, la façon de tresser les fibres végétales. Les gens étaient tous habillés, avaient des chaussures, avaient des habits, avaient une culture de l'os, taillés des hameçons de la pêche. Ce n'étaient pas du tout des gens sous-développés, hein. Mais ces gens-là étaient proches de la mer et avaient une grande culture qui leur permettait d'avoir accès à beaucoup de calories. Ils avaient beaucoup de calories parce qu'ils mangeaient des coquillages, ils chassaient un petit peu mais pas beaucoup. Ils étaient surtout basés sur le bord de la mer qui leur apportait beaucoup de poissons, beaucoup de calories, beaucoup de coquillages. Donc une espèce d'industrie basée sur la pêche, hein. On dit chasseurs-cueilleurs, on peut dire que cette Europe du Nord, c'était essentiellement des pêcheurs-cueilleurs, un peu chasseurs, mais qui vivaient le long des côtes. Et le long des côtes, on n'a pas beaucoup de surface, effectivement. Toute cette culture, toute cette civilisation, hein, non technique, non grandement technique, mais quand même avec une certaine technicité, était sur le long des côtes. Et comme au Maghreb, la côte, ça vaut cher parce que c'est là où on a des zones poissonneuses et des zones à coquillages, hein. Donc on se nourrissait là-bas. Et comme on était coincé entre la forêt, une forêt relativement hostile, et la côte, et qu'on était une civilisation basée sur le coquillage, sur la pêche, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que comme la zone, comme au Maghreb, hein, est limitée entre la mer, alors là c'était entre la mer et la forêt, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de sépultures des hommes qui avaient été tués, et que c'était par des coups, par des actes violents, et que c'était pas le bon sauvage comme pouvait l'imaginer Jean-Jacques Rousseau, et qu'à cette époque du Mésolithique, qui n'était pas encore une période d'agriculture, hein, on n'était pas encore au néolithique, hein, il y avait tout de même des agressions, il y avait tout de même une civilisation très agressive, des pêcheurs agressifs. Mais comment ça? Tout simplement parce qu'ils devaient défendre, et c'est une thèse que je soutiens aussi, le mec a sûrement raison, comme ils ont
maîtrisé très vite cette production, cette chasse, cette technique de pêche plutôt. Ils se sont reproduits, ils se sont multipliés, ils sont arrivés en surnombre. Les lieux de pêche qui sont limités et les lieux de récolte de coquillages sur la côte étant devenant de plus en plus fondamentaux pour le groupe, un groupe qui devient de plus en plus nombreux, il y avait des affrontements pour ces lieux de pêche et visiblement il y avait meurtre, guerre territoriale pour la calorie comme toujours. Donc agressivité et meurtre territorial. Donc c'était des gens particulièrement agressifs, pas parce qu'ils étaient méchants, tout simplement parce que la personne qui venait s'installer à côté de chez vous, un peu comme au Maghreb, il allait vous prendre vos réserves de poissons et vos réserves de coquillages et il allait vous mettre dans la merde avec votre famille. Donc on avertissait les gens en mettant des marquages territoriaux très importants, visibles, pour dire ici vous êtes chez nous, dégagez. C'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce que vous n'allez pas manger sur notre territoire, il n'y a pas à manger pour deux, tout simplement. Donc, cette théorie qu'ils ont sortie sur la limitation calorique sur les côtes, au Mésolithique, c'est la même que j'avais sortie avant pour le Maghreb et qui est une vérité, c'est une vérité vraie. Il n'y a pas d'agressivité parce que les gens sont des abrutis, il y a une agressivité tout simplement pour conserver une calorie peu abondante. Donc c'est le plus rapide à la réponse, à la réaction, donc celui qui a une réaction le plus rapide, qui pourra défendre plus rapidement son territoire et qui pourra survivre et faire nourrir et nourrir sa famille. Donc vous voyez, on est encore tout le temps dans cette foutue calorie, la calorie qui est fondamentale, et on s'aperçoit que la géographie et le climat sont fondamentales aussi dans le formatage des esprits. Donc voilà, donc nous sommes les enfants du climat, nous sommes les enfants de la géographie. Alors évidemment, en Europe, on est moins agressif parce que l'Europe a été industrialisée, mais l'Europe est un pays de guerre aussi, attention. Mais qui dit guerre ne veut pas dire agressivité forcément, c'est souvent des guerres très organisées, très techniques. L'Européen, comme je dis tout le temps, balance froidement des bombes sur son voisin. Il n'y a pas cette réponse rapide qu'il faut faire parce que les guerres sont toujours caloriques, ne l'oubliez pas. Ce sont des expansions pour récupérer de la calorie ou pour défendre de la calorie, c'est-à-dire la prendre au voisin ou se défendre du voisin. Donc c'est toujours comme ça. Mais en Europe, on est en général moins agressif pour des raisons civilisationnelles. C'est-à-dire que quand les hommes déjà sont devenus agriculteurs, alors déjà agriculteurs on est un peu moins, pas tant que ça, les agriculteurs étaient quand même agressifs parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils défendaient leur territoire, ils n'avaient pas assez, mais à partir du moment où il y a l'industrialisation, l'industrialisation a eu un effet très 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 important sur l'agressivité des gens. Pourquoi? Parce que quand on passe des champs à l'usine, on ne peut pas, à l'usine, on piétine sur place, on ne peut pas bouger. L'homme a besoin normalement de bouger un peu partout, a besoin de travail physique, de travail musculaire. L'homme est un animal qui doit s'exprimer dans son corps, qui n'est pas fait pour rester sur place. Alors à partir du moment où il y a une industrialisation et les gens, l'industrialisation grâce au progrès des techniques, donc l'agriculture a été industrialisée, on n'a plus besoin de la main des hommes pour abattre un travail énorme, c'était les machines, les chevaux d'abord, après les machines. Donc à ce moment-là, il y a eu une espèce de progrès technique, on était plus nombreux, mais il y avait une industrialisation. Il y a eu le départ des paysans dans les usines, et dans les usines, on est sur place, on ne bouge pas, on est là, il y a eu une sélection sur les moins agressifs. Alors on dit, mais non, qu'est-ce que c'est pas vrai? Non, c'est vrai. En France, on n'a pas le droit de faire des recherches comme ça, mais en Angleterre, des recherches ont été faites à l'époque, même sur l'agressivité des jeunes enfants, sur la capacité de pouvoir attendre une récompense pour un travail donné, mais l'attendre différé. On s'apercevait que les enfants des campagnes, c'était des très très vieux tests, n'étaient pas capables de poursuivre un travail avec concentration s'ils n'avaient pas tout de suite une récompense, alors que les enfants des villes, plus tard, étaient capables de réaliser un travail, même s'ils n'avaient pas tout de suite la récompense. Donc une espèce de résignation, une espèce d'acceptation à travailler sans récompense, et en même temps
une comment dire, moins d'agressivité. Les paysans, les hommes qui vivent à l'extérieur, qui venaient travailler dans l'industrie au 18e, 19e siècle, hein, dans les villes hein, et dans les firmes, en général, il y avait une sélection intense, et dans les villes, les gens agressifs finissaient par disparaître, soit qu'ils finissaient en prison, soit qu'ils finissaient tués. De toute façon, l'homme agressif n'était pas un bon parti pour une femme. Donc, même sa descendance, aussi, en général, il n'en avait pas beaucoup, et sa descendance, en général, n'était pas nombreuse, ou quand il y en avait une, elle disparaissait après parce qu'elle n'était pas adaptée à la promiscuité. Donc voilà, donc c'est des tests qui avaient été faits, moi j'appelle ça le test de la boule de gomme. C'était une récompense, on donnait une boule de gomme à des gamins, et on s'est aperçu sur un siècle ou deux, ils ont retiré plusieurs fois cette expérience de nos amis anglais, que les gens des villes, les anciens agriculteurs devenus sédentaires, devenus des ouvriers, hein, que les enfants étaient beaucoup plus capables de travailler sans récompense immédiate par rapport à leurs ancêtres. Et c'est des tests qui sont échelonnés sur plusieurs dizaines d'années, centaines d'années. C'était au moins 100 ou 150 ans, je ne me souviens plus. Donc voilà, ça c'est le test de la boule de gomme. Alors, donc voilà, ça fait des populations moins agressives. Hein, et la ville, la sédentarité aussi, quand on est dans les boulots du tertiaire, hein, les mecs agressifs, ils ne sont pas les bienvenus en général, ils ne restent pas au boulot, ils finissent chômeurs ou ils finissent en prison. Donc c'est un peu ce qui arrive actuellement avec des gens qui viennent par exemple du Maghreb ou d'Afrique, qui ont souvent besoin de bouger, alors surtout du Maghreb, hein, parce que le Maghreb, en général, c'était des populations un peu plus agressives, surtout des Algériens, sur lesquels on rigolait avec des amis algériens, on disait voilà, c'est simple, hein, quand on regarde le Maghreb, on s'aperçoit que plus, parce que c'est les amis maghrébins qui disent ça, plus il y a de vert, là il y a de vert en Tunisie, vous voyez, pas en Tunisie, au Maroc, alors c'est très vert, jusqu'à là à peu près, et qu'en Algérie, c'est vert sur une plus petite surface, et puis en Tunisie, c'est vert sur une plus grande surface, et que plus la surface est petite, hein, plus l'agressivité est grande, la surface où on trouve de la calorie. Alors le territoire doit être défendu plus chèrement, donc c'est le mec le plus agressif qui pourra survivre. Je sais qu'en général, au Maghreb, d'un village à l'autre, on s'entend pas forcément très bien, c'est normal, on défend son territoire, et on défend un territoire qui a énormément de valeur, car il fait survivre la famille, et il l'a fait survivre, il était contre la mort. L'Europe, comme je vous le montre encore, c'est ouvert. Voilà, tout ouvert l'Europe. Donc si quelqu'un a un problème, il peut toujours changer de coin et aller s'installer ailleurs. Il ne sera pas chassé. Il n'était pas chassé, les temps ont changé, maintenant c'est un peu différent. Donc voilà d'où vient en partie l'agressivité de certains peuples. Elle est génétiquement inscrite, mais évidemment, l'intelligence fait que, en connaissant ses capacités, en connaissant ce que nous sommes, nous pouvons gérer ce que nous sommes, hein, disant ah, je suis agressif, donc je ne me mets pas dans cette situation et je ne vais pas faire cela. Hein, à partir du moment où on le sait, on a désamorcé la bombe. Donc voilà. Donc après, j'ai un peu parlé de la Chine. La Chine aussi, ce sont des gens pas très agressifs. Alors on me dit oui, mais ce n'est pas vrai. Je regarde Google Earth hein, pour vous montrer la Chine du Nord. Hein, voilà, alors, on se retrouve dans la Chine du Nord qui est très très verte, hein, avec au nord les Mongols. Alors là c'est encore la Chine. Hein, voilà, alors, je vous montre encore la Chine. Voilà. Alors très irrigué, si vous regardez, vous voyez une espèce d'irrigation qui vient d'ici. Hein. C'est l'Himalaya, ça coule, ça se déverse, ça emmène du limon. Alors la Chine est très très riche au niveau... alors, la Chine est là, alors non, ça c'est l'Inde. Alors attendez, je regarde. Voilà, non, ça c'est la Chine, effectivement. Alors la Chine est très 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 riche. Hein. Alors vous avez des plaines fertiles aussi. Là. Regarde, voilà. Regardez. Donc il y a des plaines fertiles. La Chine est très très riche. Et les Chinois ne sont pas du tout un peuple agressif, ce qui ne les empêche pas de faire des grandes guerres de temps à autre, mais ils ne sont pas toujours en guerre. Alors ils ne sont pas agressifs pour quelle raison? Pour quelle raison, un peu comme les Européens ont été un peu castrés par l'industrialisation et par le fait que les gens des campagnes sont allés travailler à l'usine, donc on pouvait rester, on piétinait sur place, donc les mecs qui bougeaient trop n'avaient pas besoin. Donc en Chine, la Chine a été très vite bien administrée grâce à l'écriture symbolique, comme je l'ai expliqué dans une vidéo. Cette écriture symbolique
qui a permis cette unification de la Chine par des fonctionnaires, donc c'était en se jouant des langues, hein, donc une très très bonne administration grâce à cette écriture symbolique. Hein. C'est juste après l'époque des royaumes combattants, l'empereur, je ne me souviens plus qui c'était, mais c'est un empereur qui a eu le choix, je crois, à un moment entre l'écriture je dis symbolique, c'est-à-dire on va dire l'écriture logographique, donc avec des logos, hein, donc avec des dessins représentant des concepts, hein, alors que l'écriture sonographique, donc l'écriture syllabique ou alphabétique, elle, ce sont des sons qui correspondent à des concepts, hein, ce sont des sons qui correspondent à la langue, et cette langue correspond à des concepts. Donc, quand on passe en écriture symbolique, en écriture logographique, on peut se jouer des langues, c'est-à-dire qu'on peut traverser le pays, et si on parle des langues différentes, on écrit tous la même écriture, donc ce qui fait que c'est une langue de fonctionnaire, et que ça permet une très bonne administration. Une très bonne administration, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'en général, il y a des très très bons plans économiques de gestion sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, où on fait des digues, où on fait des routes, où on fait plein de trucs, ce qui permet d'avoir, de gérer les récoltes, et ce qui permet d'avoir à manger pour tout le monde. Alors là, en l'occurrence, c'était essentiellement le riz. Il y avait encore d'autres céréales, mais le riz n'est pas une céréale, mais d'autres graines, alors des céréales aussi, je ne me souviens plus lesquelles, mais il y a eu une très très bonne gestion de l'agriculture qui a fait que le peuple n'était pas en guerre. Donc cette écriture symbolique a permis une très bonne gestion d'une grande surface, donc c'était le plus grand empire, hein, qui dure encore, hein, d'ailleurs, qui ne s'est jamais effondré. Hein. Il y a eu quelques guerres internes, des changements d'empereurs, des empereurs qui venaient du nord. Je ne suis pas un sinologue, mais on peut s'apercevoir qu'il y a une très très bonne administration qui a fait que tout le monde avait son bol de riz et qu'ils ont été très très nombreux très tôt parce qu'ils avaient tous accès à la calorie par cette très bonne administration. Donc qui a accès à la calorie n'est pas agressif, et comme je le dis tout le temps, quand vous avez l'estomac plein, un toit sur la tête, les couilles vides et l'avenir de vos enfants assuré, vous êtes tout sauf agressif. Et là, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qui s'est passé en Chine. Ils vivent dans la promiscuité parce qu'ils ont tous à manger. Les mecs agressifs ont été dégagés parce qu'un mec agressif à côté de chez vous, quand vous êtes très nombreux, ça ne sert plus à rien. Hein, ça peut servir à peu près en Europe quand une bande de barbares arrive, et ça sert énormément au Maghreb quand un voisin veut se ramener près de chez vous, et dans ce cas-là, c'est votre vie qui en dépend, donc vous l'égorgez. En Chine, c'était tellement bien administré par cette écriture symbolique et ce système de fonctionnariat, les mandarins c'était des fonctionnaires, qu'il n'y a pas eu besoin de conserver des individus agressifs. Alors ça s'est fait d'une façon inconsciente, l'élimination des gens agressifs, mais ça s'est fait tout de même. C'est pour ça que les Asiatiques sont beaucoup moins agressifs. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas capables de cruauté, ils ne sont pas capables d'éliminer des gens. Ce sont des pragmatiques qui sont capables de faire des guerres cruelles et terribles, hein, mais sans agressivité. Il ne faut pas confondre agressivité et être capable de génocide. Hein. Ça n'a rien à voir. Les Allemands, qui ne sont pas des peuples très agressifs, comme on les connaît, sont capables de la pire agressivité. Hein. Pas agressivité, qui ne sont pas très agressifs, sont capables des pires atrocités, ce que je veux dire. Hein. Ça n'a rien à voir. Il faut bien mettre les deux choses l'une à côté de l'autre. Hein. Les Maghrébins n'ont jamais balancé des bombes atomiques, et les Américains, qui sont des gens, en général, relativement calmes, ont conquis la planète par les armes. Hein, mais par les armes techniques, hein, par la technicité de leur armement réfléchi. Hein, ils réfléchissent l'armement, comment mater un tel, bon on va le faire. Ils le font, et puis ils jouent pour eux. Vous voyez, il ne faut pas confondre les deux, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Donc voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire sur l'agressivité. D'ailleurs, cette écriture symbolique, il y a de fortes chances qu'elle ait transformé les Asiatiques en peuples relativement peu agressifs, avec un taux de testostérone bas. Hein, je rigolais parce que je m'apercevais que les testicules des Asiatiques, c'était 50%, étaient, je me souviens plus, 20% plus petits que ceux des Européens, où c'était de l'ordre de... Je crois que c'était les Africains étaient à 100, les Européens étaient à 70, et puis les Asiatiques étaient à 50, donc il y a une taille des testicules inférieure, donc une production de testostérone aussi inférieure chez les Asiatiques, inférieure parce qu'ils sont très très bien réglés au niveau administratif et au niveau calorique, et qui n'ont plus besoin d'avoir des individus musclés, violents, agressifs pour défendre leur territoire. Hein, ils ont réussi à gérer, donc ils sont relativement doux. Vous allez dans le 13e à Paris, vous allez
voir que ça coule en général bien dans les restos et qu'ils travaillent tous entre eux sans avoir une montée de testo, sans avoir les gars qui s'engueulent comme dans les restaurants français où le patron gueule sur l'employé, hein, sur le serveur. Hein. Qu'est-ce que tu fais, connard? Apporte-moi ça, c'est fréquent. On avait des engueulades, alors qu'en Chine, en Chine 13e, les Chinois en général, on voit que les mecs, en général, ça se passe relativement bien, en douceur, il n'y a pas de montée. Alors évidemment, il doit y avoir des luttes, des problèmes, des jalousies, comme partout, mais ça se fait d'une façon moins agressive. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'agressivité. Même chose, l'agressivité, nous avons les Bédouins d'Arabie Saoudite. Hein. Maintenant, on va dire plutôt les Bédouins, parce que c'est la famille saoudite, mais j'en ai rien à foutre, là, qui font chier sur la plage actuellement. On va dire que les Bédouins d'Arabie, hein, c'était des gens qui vivaient dans un milieu à calories limitées, donc qui étaient relativement agressifs et qui défendaient leur territoire contre d'autres tribus. Hein, parce que si vous regardez l'Arabie, ben, vous allez voir, hein, c'est là, hein, vous allez voir, c'est du désert et qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Hein, il y a juste des dattes, un peu de dattes, quelques végétaux, et c'est un désert énorme et très très chaud, et que l'on ne peut pas, que si quelqu'un vient s'installer à côté de chez vous, ben, en général, ben, on lui tranche la gorge. Et donc, on fait de la régulation de naissance aussi, d'une façon très, très dure, c'est-à-dire qu'on règle, qu'on régulait les naissances parce que simplement, il n'y avait pas assez à manger. Hein. Donc pour tout le monde. Donc on faisait en sorte que les jeunes filles n'aillent pas à l'extérieur, on les voilait. Hein. Alors, le voile, c'est pas propre à l'islam, hein, c'est une façon de protéger les filles, les femmes du regard des garçons, pour les soustraire aux garçons, hein, et pour pas énerver le garçon, parce que la femme ne peut pas coucher avec le premier venu, et si elle part attirée par le pénâtre du coin, comme je dis tout le temps, ou le jeune garçon plein de sève, s'il n'a pas assez d'énergie et d'argent pour la nourrir et ses petits, ben, toute la famille et la jeune femme vont être entraînées dans la mort ou bien dans la misère, entraînant toute leur famille. Donc on donnait les femmes, hein, on les donnait aux plus riches. Aux plus riches, pas parce qu'on est un ignoble individu qui ne respecte pas les femmes, simplement parce qu'à l'époque, dans un milieu si dur, on donne sa fille vieux riche, pour la bonne raison que c'est lui qui pourra la nourrir et l'alimenter, elle et ses petits. Hein, donc c'était des comportements de survie qui ont perduré. On allait jusqu'à tuer des fois les jeunes filles, les petits bébés, hein, pour éviter d'avoir trop de filles, pour plutôt avoir un garçon qui défend le territoire. Donc on les enterrait, et c'est pour ça que le prophète Mohammed, qui est pour moi un exemple, comme je le dis tout le temps, est intervenu là-dedans et a changé toutes ces coutumes, entre guillemets, barbares, qui perduraient parce qu'elles avaient une utilité, mais cette utilité était horrible, ces coutumes étaient horribles, et le prophète Mohammed a réussi d'une façon plus douce à réaliser une régulation sans être obligé de tuer les petits-enfants, hein, les petites filles. Donc il est arrivé, il a supprimé ça, il a très très bien organisé cette région, qui était une région très dure, très rude. Il faut voir ce que c'était des gens qui habitaient dans ce milieu-là, un milieu à calories limitées. Hein. Donc des gens violents et agressifs. Hein. Il faut voir, c'était des guerres permanentes. Hein. Quand vous lisez le Coran, la vie de Mohammed, vous apercevez que ce n'était pas une vie facile et que ces guerres caloriques entraînaient en permanence des guérillas, des luttes de pouvoir pour des territoires pauvres. Donc ces gens n'avaient que comme possibilité de faire du commerce. Hein. Je vais m'amuser à parler un peu de Mohammed, le prophète que j'aime bien. Donc comme ils étaient entre l'Orient et l'Occident, vous voyez ici, vous voyez l'Arabie, hein, et vous voyez que l'Arabie est au confluent de la sagesse orientale et ici de la sagesse occidentale, de la sagesse moyenne-orientale, hein, donc du christianisme, du judaïsme, et de l'autre côté de l'hindouisme, donc et puis aussi un peu de la sagesse romaine, hein, de la sagesse grecque, on va dire plutôt grecque que romaine. Vous voyez, c'était un peuple de marchands qui ne pouvait pas vivre 100% sur son territoire, donc un peu comme les Vikings qui étaient envoyés, quand il n'y avait plus de calories dans leur région, ben, ils étaient envoyés en armada pour conquérir, hein, suite à des problèmes techniques. Ben, au lieu de rester sur place, en Arabie Saoudite, on envoyait des marchands qu'on finançait, qui permettaient de faire créer de la richesse en allant à droite à gauche, mais en ramenant aussi des idées de la sagesse, cette sagesse qui est rentrée dans les oreilles du prophète Mohammed, hein, et qui, grâce à l'intervention divine de l'ange Gabriel, lui a permis de générer une religion unificatrice qui abolit des comportements
agressif et qui a réussi à, pendant quelques temps, unir les gens. Alors, elle est reprise un peu par des cons maintenant qui en profitent pour régner avec cette religion, comme les familles saoudiennes qui ne sont pas du tout religieuses, mais qui utilisent la religion et les enseignements du prophète pour en faire une grosse connerie. Excusez, mais je pense que Mohamed ne serait pas content de voir ce qui est devenu parfois la pratique de l'islam. Donc voilà, mais bon, paix et bénédiction sur lui, c'est un grand homme et c'est un exemple à suivre. Donc voilà, donc je voulais revenir à la calorie, 40 minutes, petite vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Donc dans la culture saoudienne, pas saoudienne, arabe, la culture, pas saoudienne parce que je confonds les saoudis, c'est pas ça, dans la culture bédouine des Arabes de l'époque, du 7e siècle, il était très important, il est encore important, d'accueillir, on le voit, l'étranger, le visiteur qui passait, qui était de passage. Il y avait une tradition d'hospitalité, un peu comme au Maghreb aussi. Et pourquoi une tradition d'hospitalité ? Parce que le voyageur est un marchand potentiel et quelqu'un avec qui on peut faire des affaires et qui repassera peut-être par là avec des richesses. On pourra faire peut-être du troc dans cette région un peu pauvre. Donc vous voyez une tradition dans toutes ces régions à calories limitées que sont le Maghreb et que sont l'Arabie Saoudite pour deux raisons différentes. L'une est parce que c'est riche mais coincé entre l'eau et le désert, et l'autre parce que c'est désertique. On s'aperçoit qu'il y a une tradition d'hospitalité pour l'étranger de passage, pas celui qui vient s'installer à vie. Pourquoi ? Parce que l'étranger de passage peut vous apporter des opportunités caloriques dans l'échange, donc dans le commerce. Donc voilà, donc c'est pas pour rien non plus qu'on faisait du commerce là-bas et qu'on n'avait que deux solutions, le commerce ou la razzia, un peu comme les Vikings, commerce ou razzia pour d'autres raisons. Dans le Nord, c'est marrant de montrer le Nord et le Sud et de montrer que le même problème produisent les mêmes effets. Voilà. 41 minutes, vidéo un peu longue sur l'agressivité. J'espère que maintenant vous serez plus indulgent avec les gens agressifs. C'est pas pour ça qu'il faut se laisser faire quand on se fait emmerder. Mais il faut comprendre les gens, même quand on est obligé des fois de les taper. Salut, c'était Fred Delavier, avec mon joli t-shirt. À bientôt.